Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de la grande édition de ce lundi. Le gouvernement du Rwanda a réitéré sa demande aux pays européens d'extrader au Rwanda des ressortissants rwandais présumés coupables de différents crimes qui ont trouvé refuge ou que les tribunaux de ces pays les poursuivent en justice. Au sommaire également, nous parlerons de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Ailleurs dans le monde, en Chine, des pluies torrentielles se sont abattues dans la région de Pékin. Nous y reviendrons également. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le gouvernement du Rwanda a réitéré sa demande aux pays européens d'extrader au Rwanda des ressortissants rwandais présumés coupables de différents crimes qui ont trouvé refuge ou que des tribunaux de ces pays les poursuivent en justice. Kassim Youssouf nous fait le point. Le gouvernement du Rwanda et l'Union européenne ont signé ce lundi un protocole d'accord de don de 19,5 millions d'euros, soit environ 25 milliards de francs rwandais, pour appuyer le système judiciaire dans son développement. Ces accords ont été signés côté rwandais par le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Ndagijimana Uziel, et par l'ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda, Belen Kalvo-Uyara. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, indique que cette enveloppe est un don de l'Union européenne et sera utilisée pour le renforcement des capacités des organes du système judiciaire tels que l'organe national des poursuites judiciaires, l'Office rwandais d'investigation RIB, le service correctionnel du Rwanda, la Commission nationale des droits de l'homme et autres. Il s'agit des accords de don entre le Rwanda et l'Union européenne d'une valeur de 19,5 millions d'euros, soit environ 25 milliards de francs rwandais, qui vont appuyer le projet de consolidation du système judiciaire dans différents aspects, notamment le renforcement des capacités de différents organes de ce secteur, tels que le ministère de la Justice lui-même, les organes d'investigation et des poursuites judiciaires. Cela s'inscrit dans le cadre de la coopération existante entre le Rwanda et l'Union européenne dans le domaine judiciaire, mais l'Union européenne soutient depuis longtemps le système judiciaire rwandais. L'ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda, Belen Kalvo-Uyara, indique que cette organisation est fière de collaborer avec le Rwanda dans l'édification d'un système judiciaire qui permettra à tout un chacun d'avoir aisément accès aux services judiciaires. Le ministre de la Justice et mandataire du gouvernement, le docteur Ogirachewuja Emmanuel, indique que ce don va aider à décentraliser davantage les services judiciaires, surtout pour les personnes nécessiteuses. Il y a des organes dont les capacités seront renforcées dans nos maisons d'aide judiciaire MAJ, qui sont parmi les organes qui aident beaucoup les citoyens lorsqu'ils ont affaire avec la législation, ce qui veut dire que lorsque les MAJ bénéficient d'un renforcement des capacités, ça signifie que le citoyen qui aura besoin d'aide saura où aller. En général, il y a dans le budget que nous accordons chaque année au barreau des fonds qui viennent d'ailleurs et qui ne font pas partie de ces accords pour que des avocats puissent défendre les personnes en situation de nécessité, c'est-à-dire environ 50 millions de francs rwandais chaque année. Ce n'est pas certes suffisant, mais nous espérons que si nous avons quelqu'un qui nous apporte du soutien ailleurs, cette enveloppe est revue à la hausse parce que nous avons l'appui du partenaire. Ce qui veut dire qu'indirectement, ça va nous aider dans ce processus d'aide judiciaire aux nécessiteux. L'histoire des relations entre le Rwanda et l'Union européenne s'est axée sur la promotion d'un développement durable et inclusif, la promotion des investissements et du commerce, ainsi que de la collaboration multilatérale dans des sujets d'intérêt commun.
De la justice au développement économique, lancement officiel ce lundi de la 26e édition de l'exposition internationale du Rwanda. Les organisateurs se félicitent de la participation des exposants dont le nombre a sensiblement accru contrairement à la dernière édition. Les étrangers qui participent donc à cette foire internationale se réjouissent du climat des affaires au Rwanda et de l'accueil dont ils bénéficient dans le pays. Je ne suis pas ma première exposition ici au Rwanda. J'étais présent en 2018, 2019, avant que le Covid ait arrivé. J'étais là en 2020, mais 2021, je n'étais pas présent. Je suis revenu en 2023. Est-ce que vous voyez? Donc, la partie ici au Rwanda, les gens aiment les produits naturels. Il y a d'autres qui sont un peu réticents, mais il y a d'autres qui aiment vraiment les produits du Bénin. Si mes produits ne sont pas acceptés par la population rwandaise, je ne serai pas ici aujourd'hui. Parce que le fait que je ne suis pas arrivé, on m'appelle chaque fois. Je veux tel produit, comment je peux avoir ça? Je veux tel produit, comment je peux avoir ça? Et j'envoie pas la poste, j'envoie pas DHL. Donc c'est ça qui m'encourage de revenir encore. Sinon, si je suis rejeté par la population rwandaise, je ne serai pas ici aujourd'hui. J'ai pris rwandais et chaque fois que je vois, même au Cameroun, je prends toujours rwandais. Je vais n'importe où, c'est rwandais que je prends. Quand on va à l'agence rwandaise, on clique Dossou Robert, mon nom sortira et ils vont voir le nombre de voyages que j'ai effectués avec rwandais. Le Bénin et le Rwanda, là, c'est des pays frères et amis. Le climat est très beau. Le climat est très beau parce que la fraîcheur, j'aime la fraîcheur d'abord. Donc quand je reçois cette fraîcheur-là, je suis à l'aise. Je suis comme chez moi au Bénin. Comme chez moi aussi, il y a la fraîcheur. Voilà. Robert Dassou, qui œuvre dans la médecine traditionnelle, indique que l'Afrique regorge d'énormes richesses qu'il faudrait savoir valoriser. L'Afrique a beaucoup de richesses. Et la personne qui se traite avec les plantes vit très longtemps. Au Bénin, la médecine traditionnelle est très avancée. Très avancée, que nous avons une association nationale qui regroupe tous tradipraticiens au Bénin. Et chaque département, chaque village a son jardin botanique que nous exploitons pour la composition de nos produits. Alors, un tradipraticien béninois qui doit sortir du territoire du Bénin et aller ailleurs doit être reconnu par l'État. Moi, j'ai ma carte qui est là. Et tout produit qui doit sortir également doit passer par la DANA, la Direction de l'alimentation nutritionnelle appliquée. Là, c'est cette direction-là qui va approuver l'efficacité des produits et qu'on peut sortir avec et traiter nos patients dans nos pays voisins. Voilà. Nous sommes une complémentarité de la médecine moderne. Il y a des maladies que la médecine moderne n'arrive pas à traiter, alors que la médecine naturelle arrive à traiter. On se cohabite, on est ensemble. Voilà, on se complète. Ça, on veut ou pas, on se complète. Voilà. Donc, la particularité qui est là, nos produits naturels, qui a été contrôlé par une direction de laboratoire, n'a pas des effets secondaires. Retour à la justice pour parler encore donc du gouvernement du Rwanda qui a réitéré sa demande aux pays européens d'extrader au Rwanda des ressortissants rwandais présumés coupables de différents crimes qui ont trouvé refuge ou que des tribunaux de ces pays les poursuivent en justice. Donc maintenant, nous allons suivre les grandes économies du monde continuent de manifester leur intérêt au continent africain. La semaine dernière, les dirigeants africains se sont réunis autour du président russe Vladimir Poutine pour le deuxième sommet russe. Russie-Afrique, ce dernier faisait suite au sommet du nouveau pacte financier mondial tenu en juin à Paris pour l'analyste béninois. Donc l'analyste béninois Paul Amassou, ce sommet de Paris présente une grande particularité pour l'Afrique. C'est dans un entretien avec notre confrère Jean Damascène Manéchingé que je vous présente les détails. Il y a une grande différence entre le sommet sur le nouveau pacte financier qui dit son nom et qui a pris part à ce sommet-là se serait bien rendu compte que c'était un rendez-vous de vérité, oui, où il n'y avait pas de sujet tabou. Et pour moi, Africain,
d'entendre les chefs d'État africains parler sans retenue et en faisant fi de la langue de bois ou du langage diplomatique et de tout acte usuel en la matière, j'étais plutôt fier. Oui. Parce que ce soit le président ghanéen, le président William Ruto du Kenya, oui. Même le président d'Égypte et la plupart, Macky Sall du Sénégal entre autres, oui. Ils ont posé les vrais problèmes et appelé à ce que ce sommet ne soit pas un énième sommet, mais que ce soit le sommet des solutions. Oui. Et je pense que l'agenda qui en a résulté témoigne de ce fait-là. Comment rendre résilients les économies, notamment des pays en développement, de sorte qu'ils n'aient plus à faire le choix entre le financement du développement et les choix avisés qui doivent être faits pour affronter les enjeux de développement durable, notamment les changements climatiques qui appellent à ce on intègre aujourd'hui dans les budgets une économie verte. Et pour moi, c'est une avancée considérable. Oui. Et rendez-vous a été pris, en tout cas, résolution a été prise, de sorte qu'il y ait un suivi, un agenda assorti d'échéances, de sorte qu'il y ait un suivi rigoureux pour les résolutions qui ont été prises. Et je pense que c'est deux choses différentes. Oui. Et dans cette mobilisation-là des acteurs principaux du monde des finances et de l'économie internationaux, avec les décideurs américains, européens, asiatiques et africains, je pense que cela sonne un renouveau du financement du développement. Et il faut s'en féliciter. Ce n'est pas... C'est heureux parce que je pense que cette démarche-là offre une garantie quelque part aussi aux pays occidentaux qui investissent en Afrique, qui ont intérêt à ce que le potentiel africain puisse émerger et d'autant plus qu'il est profitable à la croissance dans les pays occidentaux. Oui. Donc, je pense que c'est deux démarches différentes. Et d'un côté, il y a une conscience claire et nette des enjeux aujourd'hui, suite notamment à la pandémie Covid-19, qui a remis en cause beaucoup de certitudes, notamment en finance et économie, et montré également les fragilités de nos économies. Et à la suite, justement, de ce qu'il faut bien nommer la guerre en Ukraine, qui en rajoute également aux difficultés favorisant l'inflation et toutes les spéculations que vous connaissez très bien. Ah oui. Et ce sommet venait à point pour aider les pays les plus fragiles qui sont en but quelque part confrontés à des difficultés de financement de leur économie à trouver de nouveaux créneaux innovateurs de financement. Et c'est heureux. Place maintenant, donc le Rwanda s'est joint ce lundi à d'autres pays pour célébrer la journée de la femme africaine sous le thème 20 ans après la signature des accords de Maputo, politique, partenaires et les personnes. L'objectif est de faire un regard rétrospectif sur les 20 dernières années après la signature des accords de Maputo et évaluer l'impact de ces accords dans la consolidation des droits et des capacités de la femme. Au studio, je suis avec Jeanne Ouimana. Nous sommes donc, c'est une journaliste et activiste des droits de la femme, pour écouter le point de vue d'une Rwandaise en ce qui concerne la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Bonjour. Bonjour. Quelle analyse faites-vous sur la condition de la femme rwandaise actuellement? En tout cas, je m'en réjouis parce que c'est une belle condition quand on compare avec d'autres pays. J'ai réalisé combien nous sommes très chanceuses. Après cette réunion, la conférence de Women Deliver, j'ai entendu différentes femmes venant de différents pays de l'Afrique. Quand parler de leurs conditions, c'est vraiment triste. Mais au Rwanda, en tout cas, je trouve que nous nous en félicitons. Ouais, voilà. Pensez-vous que les opportunités de développement offertes par le Rwanda sont exploitées au maximum par les femmes? Pas vraiment. Pas du tout, parce que s'ils étaient exploités au maximum, on n'aurait pas des mineurs, des filles enceintes au bas âge.
on n'aurait pas des femmes qui donnent naissance, qui meurent en donnant naissance aux enfants. On n'aurait pas tous ces problèmes parce que du point de vue de la loi, tout est parfait, mais je crois que du point de vue culturel, changement des comportements des gens, peut-être à cause de la culture, qu'il y a encore beaucoup à faire. Jeanne, en tant qu'activiste des droits de la femme, comment appréciez-vous la situation des droits de la femme au Rwanda? Moi, je l'apprécie vraiment. C'est ça que j'ai dit que nous en félicitons parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand on voit les conditions de vie, quand on voit les opportunités qui sont offertes aux femmes et aux jeunes filles. C'est vraiment des choses à féliciter. Par exemple, l'accès à l'école, l'accès aux autres opportunités, même des business. Jeanne, tu vas m'excuser, je vais vous interrompre. Il y a le Rwanda, il y a l'international, il y a des félicitations, mais d'une manière concrète. Ah oui. Qu'est-ce que tu peux dire? Je suis fière de ça en tant qu'activiste. Je suis fière quand je vois des femmes pilotes, quand je vois des femmes scientifiques, quand je vois des jeunes filles qui vont à l'université. En tout cas, ce sont des choses qui ont changé, qu'on ne voyait pas avant. Quand je vois les droits à l'héritage, ce sont des choses que... Et quels sont les défis, d'après vous, à relever pour que la femme rwandaise jouisse pleinement de ses droits? C'est ça que j'avais dit, ça dépend d'elle-même. Parce que maintenant, ça ne dépend plus du gouvernement du pays, mais des femmes elles-mêmes. Il faut changer, il faut retrouver la confiance en soi pour jouir de nos droits. Parce qu'on a droit sur presque tout, d'ailleurs surtout, comme on a les mêmes droits que nos frères, alors il faut commencer à les exploiter. Voilà, donc je ne vous avais même pas dit que vous êtes toute belle aujourd'hui. Bonne fête, bonne célébration. À l'occasion de la journée de la femme africaine, un mot sur la situation de ces droits sur le continent en général? Là, la situation est encore triste parce que, comme je le disais, j'ai remarqué la situation quand j'étais dans la réunion de Women Deliver, quand ils parlaient de certains pays qui pratiquent encore l'excision, de certains pays qui ne donnent pas encore l'accès à la fille, le droit d'aller à l'école ou même d'exercer un métier où la fille doit avoir la permission de son frère. C'est encore triste dans certains pays que ces pratiques existent encore. Mais aussi, il y a d'autres pays qui ont un peu avancé, qu'on peut aussi féliciter parce qu'il y a les initiatives des premières dames des pays. Par exemple, maintenant, nous avons une délégation des femmes qui sont parties au Congo-Brazzaville pour le forum des business. On trouve qu'il y a beaucoup des initiatives qui naissent, qu'on peut aussi féliciter, mais le chemin est encore long. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. On continue avec l'actualité internationale dans un instant. Merci de rester fidèle à la télévision rwandaise. Place maintenant à l'actualité internationale pour parler tout d'abord du Nigeria où le président Tinubu nomme un enquêteur spécial pour la Banque centrale. Le récit suivant en dit plus. Le président Bola Tinubu a nommé Jim Obase en tant qu'enquêteur spécial pour enquêter sur les activités de la Banque centrale du Nigeria et d'autres entités liées. Dans sa lettre datée du 28 juillet, Tinubu a déclaré que cette nomination faisait partie du processus de la lutte anticorruption entamé par son administration. Obase, ex-directeur général du Financial Reporting Council of Nigeria et dont la nomination est à effet immédiat, doit rendre compte directement au président. Tinubu a demandé à l'enquêteur spécial de fournir un rapport complet sur la richesse publique actuellement entre les mains d'individus et d'établissements publics et privés soupçonnés de corruption. Obase devra prendre des mesures immédiates pour assurer le renforcement et la probité des principales entités commerciales gouvernementales.
Dirigeants africains assistent à la journée de la flotte russe. Après le sommet Russie-Afrique, le président Vladimir Poutine a fait l'éloge de sa marine nationale lors d'une parade navale. Suivons les détails. Après le sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a fait l'éloge de la marine nationale lors d'une parade navale. 4 chefs d'État africains, dont les dirigeants burkinabés Ibrahim Traoré, malien Assimi Goïta, congolais Denis Sassou Nguesso et érythréen Azayas Afwerki, ont assisté à l'événement qui s'est déroulé dimanche. À la base navale de Kronstadt, Vladimir Poutine s'est engagé à mettre en œuvre les accords conclus avec les dirigeants africains et à lutter contre le néocolonialisme. Lors de son discours, il a également salué les équipages courageux des navires et sous-marins russes qui jouent un rôle dans l'offensive en Ukraine. 45 navires de surface et sous-marins et environ 3000 marins ont participé à la parade. 2 personnes ont rendu leur âme donc ce lundi dans la capitale chinoise Pékin, placée en alerte maximale aux inondations et glissements de terrain en raison de pluies torrentielles qui s'abattent depuis vendredi sur la région. La scène est à peine croyable. Une voiture faisant des tonneaux, emportée par la force des torrents. Soudain, une tête apparaît. L'homme essaie de se maintenir hors de l'eau. Il finira par monter sur le toit du véhicule, puis à être secouru par les pompiers. Ici, dans la province de Shanxi, plus au sud, les secouristes font du porte-à-porte pour mettre chaque habitant à l'abri de l'eau boueuse jusqu'à la taille. Par endroits, comme ici dans la banlieue ouest de Pékin, la puissance de l'eau a éventré la route, compliquant les évacuations et les opérations de sauvetage. Au cœur de la capitale aussi, de nombreuses routes se sont transformées en rivières déchaînées, emportant de nombreux véhicules. À l'origine de ces scènes catastrophes, le typhon Dongsuri. Il a touché terre vendredi en Chine, après avoir balayé les Philippines. De nombreuses rivières ont atteint des niveaux jugés dangereux. Des milliers de personnes ont été évacuées, de nombreux chantiers ont été interrompus. Plus de 200 vols au départ de Pékin ont été annulés et tous les sites touristiques ont fermé. Dongsuri est l'une des tempêtes les plus violentes à frapper la Chine. Elle est tout doucement en train de se dissiper, mais une autre est en chemin, le typhon Kanun. Cette fois, c'est la côte Est qui est en alerte, entre Shanghai et le Fujian. Le rejet des eaux de Fukushima inquiète les poissons japonais bientôt bannis par les pays voisins. Les douanes chinoises ont annoncé vendredi qu'elles allaient interdire les importations des denrées alimentaires en provenance de 10 préfectures japonaises à la suite du projet de Tokyo de rejeter dans l'océan des eaux usées nucléaires traitées de la centrale de Fukushima. Les eaux de la centrale de Fukushima relâchées dans l'océan Pacifique. Une perspective qui n'enchante pas du tout ces pêcheurs sud-coréens, réunis justement à Fukushima pour protester contre la décision du gouvernement japonais. Si les eaux contaminées sont vraiment sans danger, alors pourquoi ne pas les utiliser dans les piscines, pour l'eau potable ou pour l'irrigation agricole plutôt que les relâcher dans la mer? On travaillera de près avec les groupes de citoyens japonais afin de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher le relâchement de ces eaux contaminées. Les autorités japonaises expliquent qu'il n'y a pas de danger car les eaux seront traitées avant d'être relâchées puis diluées dans l'océan. Le gouvernement affirme que les réservoirs de stockage sont pleins et doivent être vidés dans le cadre du démantèlement de la centrale nucléaire. La plupart des scientifiques estiment que l'impact environnemental sera négligeable malgré la présence persistante en très faible quantité de tritium, une substance radioactive. D'autres s'inquiètent d'un manque de connaissances sur les effets à long terme de ces eaux sur les êtres vivants. À Tokyo, de nombreux Japonais sont aussi sceptiques sur ce rejet. Je suis contre le relâchement de ces eaux contaminées de la centrale nucléaire. Cela aura des conséquences sur les êtres humains via l'alimentation et sur d'autres espèces. Et cet impact deviendra mondial. Inquiétude aussi en Chine. Avant même que le rejet ne soit effectif, les autorités ont fortement restreint les importations de poissons depuis le Japon. De quoi compliquer la tâche de ce restaurateur japonais à Pékin. Le plus dur pour nous, c'est que nous ne pouvons plus acheter de poissons japonais. Car le passage de la douane chinoise prend trop de temps avec cette histoire de rejet d'eau radioactive. Les Japonais devaient débuter les rejets cet été, mais aucune date précise n'a encore été annoncée.
Un retour sur l'actualité nationale pour vous parler de l'Association des producteurs de semences du Rwanda qui se dit prête à aider le pays donc à être autosuffisant en semences de qualité et à les vendre à l'international d'ici 2030. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales apprécie les progrès réalisés au cours des 5 dernières années en termes de production des cultures de base dans le pays, notamment le haricot, les céréales diverses et les pommes de terre. Mais le problème de fruits et légumes importés reste un problème donc sur le développement de l'agriculture, comme l'a indiqué le docteur Moussa Fili Défense, ministre de l'Agriculture et des Ressources animales. Pour la première fois, les dirigeants et représentants d'environ 300 agriculteurs se sont réunis à Kigali dans des organisations des producteurs et des commerçants de semences, des instituts de recherche au Rwanda et à l'étranger dans une réunion visant à améliorer la qualité des semences et à promouvoir les meilleurs fruits trouvés au Rwanda. C'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.